dimanche. Donc, si dans les souhaits des professionnels, un infirmier me dit « je veux terminer tous les soirs à 19h30 », eh bien, je ne pourrai pas, pour le coup, accéder à ce souhait-là. C'est-à-dire qu'ils expriment des souhaits sur la base d'un cadre non négociable que nous donnons et que nous indiquons sur les fiches de souhait, parce que ce cadre, il change en fonction du service auquel vous appartient, et vous effectuez donc vos souhaits en fonction de ça. C'est-à-dire que lorsque vous savez que vous ne pouvez jamais terminer avant 21h, eh bien, ce n'est pas la peine de demander de terminer à 19h30, par exemple. Et donc, il est important de faire un gros travail de définition en amont des nécessités de service, service par service. Pour le service soins, par exemple, ma nécessité, c'est d'avoir 6 soignants tous les matins, 4 soignants tous les après-midi. Donc, si j'ai des collègues qui m'indiquent « je ne souhaite travailler que le matin », si tous les collègues de l'équipe soignante m'indiquent ça, je vais être bien embêté. Par contre, si j'ai suffisamment de collègues qui souhaitent ne travailler que l'après-midi, eh bien, ça peut permettre à plein d'autres de ne travailler que le matin. Et ce qui est intéressant, lorsque l'on transmet donc ces feuilles de demande de souhait, c'est que l'on constate que le plus souvent, en fait, les attentes, les souhaits s'équilibrent. Dès lors qu'une équipe est composée de 4 collègues, on arrive à faire un planning équilibré et à faire un planning à la carte. Je l'ai fait donc auparavant, je vous l'indiquais, dans la protection de l'enfance, au sein d'équipes composées de 4 éducs. Je l'ai fait dans le champ du polyhandicap, dans des équipes composées d'AMP, d'AS, d'ES, dans des équipes de 6-7 personnes. Donc c'est tout compte fait assez facile à mettre en place. L'équipe soignante au sein de l'EHPAD, elle est composée de 18 collègues. Eh bien, on se rend compte en fait que l'ensemble des demandes sont assez complémentaires. Je vous donne un exemple sur le jour de repos fixe. On peut imaginer ouvrir un peu la boîte de Pandore en se disant que tous les collègues vont demander à avoir le mercredi en jour de repos fixe. Eh bien non, tous les collègues ne demandent pas à avoir le mercredi en jour de repos fixe. D'ailleurs, même certaines jeunes mamans ne souhaitent pas avoir le mercredi comme jour de repos fixe. Elles préfèrent avoir une autre journée, peut-être même avoir une journée pour elles, ce qui est très bien. On se rend compte que les jeunes préfèrent avoir le vendredi ou le lundi comme jour de repos fixe pour avoir des week-ends plus longs. Là aussi, ça s'équilibre plutôt bien. Et on a vu l'exemple de Fatima qui, elle, veut le mardi comme jour de repos fixe. Donc c'est intéressant parce que dès lors que l'on définit des nécessités de service claires, eh bien on se rend compte que les demandes en fait des personnes sont plutôt compatibles les unes avec les autres. On leur propose aussi à certains moments d'effectuer par exemple 2 choix pour permettre en fait au chef de service d'aller sur le second choix s'il n'arrive pas à aller sur le premier lorsqu'il établit le planning. C'est un gros boulot la première année lorsque l'on met les plannings à la carte. C'est un très gros boulot la première année. Et c'est un gros boulot que la première année. C'est-à-dire que nous, on fait le choix de les réactualiser chaque année à la rentrée en septembre, en fonction justement des entrées à l'école des enfants et ainsi de suite. Mais on se rend compte en fait que d'une année sur l'autre, ça ne bouge pas. La majorité des collègues qui ont un planning qui leur permet de trouver un bon équilibre vie pro, vie perso, qui leur permet de se reposer ou de faire leurs activités propres à côté et ainsi de suite, eh bien, ne souhaitent pas changer. Donc, c'est un travail un peu complexe la première année, tout à fait faisable et qui vous permet ensuite de stabiliser considérablement les équipes. Merci beaucoup, c'est vraiment intéressant. Il y a une question par rapport aux résidents, aux habitants, tels que vous les appelez dans vos établissements. Quelle approche pour recueillir l'expérience des habitants? Donc on a compris qu'il y avait un recueil de l'opinion, des souhaits des professionnels. Qu'en est-il de l'expérience des habitants s'agissant de cette politique? Voilà. Quel retour vous avez par rapport à cette politique? Alors, elle est très intéressante, cette question. En effet, il est très intéressant de croiser les résultats des enquêtes de satisfaction des habitants avec les résultats de l'enquête QVT. Et on constate que lorsque l'enquête QVT s'améliore, on verra tout à l'heure certains résultats des années 2017, 2019, 2021 et 2023, on voit que ça s'améliore. Et bien, parallèlement, les enquêtes de satisfaction des habitants s'améliorent aussi. Et aujourd'hui, 100% des habitants et 100% des familles de l'Hostal du Lac trouvent que la qualité de vie au sein de cet établissement est bonne, voire très bonne. Donc, ça a eu un effet
assez rapidement sur la qualité de vie des habitants, parce que les équipes étant très stables, eh bien forcément, on connaît mieux les personnes, on améliore la qualité de l'accompagnement. Et ce qui est très intéressant, c'est que le fait d'aller vers des horaires plutôt fixes, bien que l'on ait un roulement sur deux semaines, hein, mais vous le verrez, on a des horaires plutôt fixes et je vais vous présenter pourquoi. Mais à chaque Permet, fois, je rate le... permet en fait. Oh, ça me saoule. Il faudrait que vous puissiez, voilà, désactiver. Très bien. Allez-y, Pascal, je vous en prie. Donc, le fait d'avoir des horaires plutôt fixes permet en fait aux habitants de savoir qui travaille quand. Mais pas qu'aux habitants, ça me le permet à moi aussi, ça le permet aussi aux chefs de service. Je peux vous dire par exemple que tous les mercredis et tous les jeudis, Christelle travaille. Je sais que Nadège, elle fait tous les vendredis soirs, et ainsi de suite. En fait, ces repères-là, ils sont également très intéressants pour nous. Tout à fait. Alors, est-ce que vous pourriez nous parler des autres initiatives qui viennent alimenter cette QVT, mais d'autres pratiques au-delà de la QVT à proprement parler, sans doute? Oui, alors je vous propose qu'on démarre la seconde partie de mon propos. Eh bien, allons-y. Allons-y, parfait. Donc en effet, comme je vous l'indiquais, je vous parle depuis le début de projet managérial. Il est temps de voir en fait concrètement ce qu'est un projet managérial et comment ça se met en place. Je vais vous présenter donc 20 pratiques managériales qui améliorent les conditions de travail et qui renforcent l'attractivité. 20 pratiques et outils. Le premier de ces outils, donc on y va, c'est ce qu'on appelle le projet managérial. Le projet managérial, très concrètement, c'est un document. Chez nous, il fait 2 pages, ce document. Vous voyez, donc c'est pas énorme, hein. C'est un document qui présente la façon dont l'équipe de direction, l'ensemble de l'équipe de direction, pour moi, dans l'équipe de direction, j'y mets les cadres techniques. Parce que dès lors que l'on a une responsabilité, qu'elle soit hiérarchique ou technique, à l'égard du personnel, on a une responsabilité à l'égard de la qualité de vie au travail. On a un impact sur la qualité de vie au travail. Donc le projet managérial présente la façon dont l'équipe de direction s'accorde sur la place des professionnels au sein de l'établissement ou du service. Et là, c'est très intéressant. C'est-à-dire que l'on se rappelle très régulièrement que nos professionnels font un travail très compliqué. Le dire comme ça peut paraître idiot. Mais pourquoi est-ce que j'insiste? Parce qu'on a tendance en fait à banaliser nos conditions de travail. Très clairement, on banalise la paupérisation de notre secteur. On trouve ça absolument normal d'effectuer 10, 15, 20 toilettes ou 20 accompagnements. On trouve ça normal d'être débordé. On a un peu baissé les bras, tout compte fait, et on oublie le plus souvent que le travail qu'ils font est extrêmement compliqué. Il est extrêmement compliqué, pourquoi? Parce que, au-delà de la charge de travail, de la charge physique, on a des professionnels qui sont confrontés tous les jours à la fin de vie, à la souffrance, au handicap, à la souffrance sociale dans la protection de l'enfance ou dans le social, hein, globalement, à la violence. Enfin bref, être confronté à cela tous les jours, ce n'est absolument pas rien. Ça a un impact sur votre équilibre personnel. Cela, en tant qu'équipe de direction, il faut se le rappeler très régulièrement. Et nous, on a donc une réunion de direction tous les mardis. Il n'y a pas un mardi où je n'y suis pas attentif. C'est pour moi quelque chose qui est essentiel. Donc, c'est ça, en fait, la place des professionnels au sein de l'établissement ou du service, c'est se rappeler qu'il faut un travail extrêmement compliqué. Ensuite, le projet managérial, c'est la façon dont l'équipe de direction s'accorde sur les réponses qu'elle apporte aux professionnels. C'est essentiel aussi d'être très, très, très cohérent lorsque l'on fait partie d'une équipe de direction. Je vais vous donner un exemple. Si un chef de service octroie des congés et que l'autre ne les octroie pas sans avoir expliqué le pourquoi du comment, ça ne va pas marcher, ça va être le désordre. Si un chef de service accorde un aménagement horaire alors que l'autre ne le fait pas, pareil, ça va générer du désordre. Si un chef de service régule les conflits de telle manière alors que l'autre ne les régule pas ou les régule de telle autre manière, là aussi, ça ne va pas fonctionner. Donc, dans le projet managérial, on détermine voilà, des grandes réponses comme ça que l'on apporte aux professionnels à chaque fois qu'une situation, qu'une question se pose. Je vais vous en présenter quelques-unes ensuite. Enfin, le projet managérial, il s'accorde sur la façon dont l'équipe de direction innove dans son management
Là, par exemple, mardi, l'ensemble de l'équipe de direction va se reformer à la régulation des conflits. C'est absolument quelque chose d'essentiel, en apprenant, pour le coup, sans aucun doute, et je ne sais pas encore quoi, hein, mais de nouvelles méthodes, de nouvelles techniques avec une psychologue du travail. C'est essentiel d'innover dans notre management. Pourquoi? Parce que le rapport au travail, il change. Il change continuellement, il change très très vite, et la crise sanitaire a très clairement changé le rapport au travail des salariés, très clairement. Donc c'est essentiel en fait d'innover dans son management et de se former, pour le coup à cela, à ces nouveaux rapports au travail. Donc pour moi, le projet managérial, c'est le premier outil, c'est la base en fait pour créer les conditions de l'innovation. Et dans ce projet managérial-là, donc dans cet écrit, on présente donc un listing d'outils. Lorsque je travaillais dans la protection de l'enfance, les outils étaient un peu différents. Lorsque je travaillais dans le polyhandicap, ils étaient un peu différents aussi parce que, je vous le rappelle, ils s'adaptent aux caractéristiques des professionnels de l'établissement. Et donc, on a tous des équipes différentes et on manage tous des professionnels différents. Donc, on adapte les outils en fonction de cela. Le premier outil, on en a parlé tout à l'heure, c'est les fameux horaires à la carte. Les horaires à la carte, elles s'établissent sur la détermination des nécessités de service. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Avant de s'engager dans l'idée que un professionnel peut se faire son planning, il faut tout d'abord déterminer les moments où l'on a besoin de ce professionnel-là. Voilà, c'est essentiel. C'est un gros travail à mener en équipe de direction. Le plus souvent, ce sont les chefs de service qui effectuent ce travail-là. Il n'est pas facile à faire ce travail-là. Pourquoi? Parce que beaucoup de professionnels auraient envie de terminer plus tôt, de ne pas terminer à 22 heures par exemple, ou d'arriver un peu plus tard, ou de ne pas faire les transmissions, et ainsi de suite. Non, les nécessités de service, c'est un cadre non négociable qui garantit la sécurité des personnes, donc il est absolument essentiel qu'elles soient voilà, le plus clair possible et déterminées en amont. Les horaires à la carte, ils sont proposés donc pour une année scolaire sur la base des souhaits exprimés dans un formulaire. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, chaque année au printemps, on transmet un formulaire. Sur ce formulaire, les professionnels ont la possibilité de nous dire s'ils souhaitent travailler en 7 heures, en 10 heures ou en 12 heures. Ils ont la possibilité de nous dire s'ils préfèrent travailler le matin ou le soir. Ils ont la possibilité de nous dire quel est le jour de repos fixe qu'ils souhaitent, et ils ont la possibilité de nous dire s'ils ne souhaitent pas travailler avec certains collègues. Et c'est sur la base de ces souhaits-là que les chefs de service établissent ensuite le planning à la carte. Autre outil, le fameux jour de repos fixe. Le jour de repos fixe, c'est un jour où les salariés ne travaillent jamais. Pourquoi? Parce que lorsque l'on travaille dans le social ou le médico-social, le plus souvent on travaille le week-end. Si les collègues ne travaillent pas le week-end, pour le coup, eh bien leur repos fixe, c'est le week-end. La question ne se pose pas, ils arrivent à s'organiser sur ces temps-là et à faire ce qu'ils ont à faire sur ces temps-là. Mais lorsque l'on travaille un week-end sur 2, ou même un week-end sur 3, ou même un week-end sur 4, on a besoin en fait de s'organiser en dehors de notre temps de travail. Le fait d'avoir un jour de repos fixe vous permet en fait de vous organiser plus facilement. Ça permet aussi de couper. C'est-à-dire que lorsque l'on sait que l'on ne travaille jamais, par exemple, le mercredi, on peut réguler son énergie en fonction de ça. Parce que l'on sait que ce jour-là, on ne travaillera jamais. Ça vous permet en effet donc de réguler votre énergie et tout compte fait d'accepter aussi certaines conditions de travail. D'accepter par exemple de travailler un 12 heures la veille d'un jour de repos fixe et ainsi de suite. Le jour de repos fixe, tout compte fait, c'est un jour de repos en plus. C'est une vraie plus-value qui est vraiment plébiscitée par les professionnels. C'est un jour de repos en plus, pourquoi? Parce que la semaine où vous ne travaillez pas le week-end, où vous ne travaillez pas samedi et dimanche, si votre jour de repos fixe c'est mardi, eh bien cette semaine-là, vous ne travaillerez pas mardi, samedi et dimanche. Donc c'est intéressant. Autre outil, les plages horaires supérieures à 7 heures. Alors ça aussi c'est intéressant. Pourquoi? Parce que les collègues qui travaillent plus de 7 heures ont tout simplement plus de jours off. Je prends l'exemple de la fameuse semaine des 4 jours. Lorsque l'on est sur des jours de 8h45, des journées de 8h45, on travaille 4 jours par semaine, forcément, on a un jour de repos supplémentaire chaque semaine. Donc en effet, ça permet d'avoir plus de jours off. Ça diminue le stress lié à la charge de travail ressentie.
Cette notion, elle est intéressante, la notion de charge de travail ressentie. La charge de travail, que vous fassiez des journées de 12 heures ou des journées de 7 heures, en fait, c'est la même. C'est-à-dire que vous allez devoir faire, en une journée de 12 heures, le travail du collègue du matin et le travail du collègue de l'après-midi. Par contre, quand on a plus de temps pour faire son travail, même si c'est la même quantité de travail, le stress ressenti, en fait, diminue. Le stress relatif à la charge de travail. En fait, il diminue. C'est très intéressant. Il y a eu plusieurs études sur ce sujet-là qui démontrent que l'on est moins stressé, en effet, sur des semaines à 4 jours que sur des semaines à 5 ou 6 jours. Par exemple. On est beaucoup moins stressé lorsque l'on travaille 8h75 ou 10 heures que lorsque l'on travaille 7 heures. Parce qu'en effet, on va avoir le sentiment que l'on va pouvoir s'organiser différemment dans son travail, bien que, j'y reviens, la charge de travail soit exactement la même. Donc, c'est une idée intéressante de se dire, tout compte fait, pourquoi travailler 7 heures par jour, 5 jours par semaine? Ça n'a pas forcément de sens. Pourquoi mettre tout le monde en 10 heures? Ça n'a pas forcément de sens non plus. Mettre tout le monde en 12 heures non plus. Mettre tout le monde en journée, en semaine de 4 jours non plus. J'y reviens. Tout le monde, en fonction de ses capacités, de son rythme, de ses obligations familiales aussi, ne peut pas faire du 12 heures, par exemple, ou ne peut pas venir travailler 5 jours dans la semaine. Alors que d'autres collègues, au contraire, le souhaitent. J'ai des collègues dans l'établissement qui restent sur un rythme tout à fait classique, travailler 5 jours par semaine, 7 heures. C'est conséquemment des collègues qui ont fait le choix de ne pas avoir de jour de repos fixe, par exemple. Mais pourquoi pas? Parce que c'est le rythme qui leur convient. Ça va être des collègues, par exemple, qui vont demander à travailler davantage le matin et qui vont avoir ainsi la totalité de leurs après-midi de libre, le plus souvent pour soit des questions de rythme, soit des questions très personnelles d'organisation. Donc le fait de ne pas appliquer à tout le monde les mêmes plages horaires, c'est un outil qui est totalement pertinent et qui fonctionne très très bien. Autre outil, le choix de la plage horaire. Je vous parlais tout à l'heure en fait des collègues qui travaillent plus le matin ou plus l'après-midi. Je vais vous donner l'exemple d'une collègue qui s'appelle Nadège, qui elle ne travaille que les après-midi. Pourquoi? Parce que Nadège, elle est très engagée dans son travail, elle est très attachée dans la structure, elle y est aide-soignante depuis 8-9 ans aujourd'hui, sauf qu'elle a de gros problèmes de dos, des problèmes importants de dos. Ça y est, enfin, Nadège est engagée dans une reconversion, mais avant cela, elle ne savait pas justement quoi faire. Elle est tellement attachée à son métier de soignante qu'elle ne se projetait pas sur un autre métier. Et donc, pour lui permettre de continuer à travailler sans aller vers une inaptitude, Nadège a demandé à ne travailler que les soirs parce que la charge de travail le soir est moins lourde. Il y a moins de toilettes à faire et ainsi de suite, et moins d'accompagnement. Donc, en effet, choisir la plage horaire vous permet de réguler votre énergie et d'adapter le planning au rythme des professionnels. On a des personnes qui sont plus du matin, on a des personnes qui sont davantage de l'après-midi. On arrive dans l'équipe soignante où ils sont très nombreux à n'avoir des collègues qui ne travaillent que les matins et à avoir des collègues qui ne travaillent que les soirs. Si demain, nous n'arrivons plus à avoir des collègues qui ne souhaitent travailler que les soirs, eh bien, les collègues du matin devront travailler le soir. Ça fait partie des nécessités de service. Par contre, il est fort probable que ces collègues-là fassent moins de soirs que ceux qui veulent en faire plus. Vous voyez, voilà, on peut réguler quand même à ce niveau-là. Quand un collègue vous dit « je préfère travailler le matin », si dans son planning, il effectue 1 ou 2 soirs dans la semaine, très clairement, il est content. Il est content de ne pas avoir le même nombre de soirs que ses collègues et de ne pas en avoir plus que 1 ou 2. Donc ça fonctionne plutôt bien. Ce qui est intéressant aussi dans le choix de la plage horaire, c'est que ça nous permet de repérer, donc en effet, qui travaille quand. Je prends l'exemple de Nadège qui travaille tous les soirs. C'est très pertinent pour les habitants de l'EHPAD ou de l'EEPA. Ils savent qu'il y a Nadège le soir. Ils savent aussi qu'il y a Pauline ou Océane le matin. Ça signifie par exemple que Nadège, elle travaille un week-end sur 2. Lorsqu'elle travaille le week-end, elle travaille le soir. Ils ne tournent pas sur les horaires. Lorsque l'on détermine les horaires des professionnels, après ces horaires-là, pour le coup, ils ne bougent plus.
pour une année complète, et même pour plus que ça, parce que comme je vous l'ai dit, tout compte fait, ces organisations sont plutôt stables. Donc le choix de la plage horaire, c'est totalement pertinent, parce que ça permet en effet de s'adapter au rythme des professionnels. Autre outil, toujours sur les horaires, les fameux horaires continus. En effet, on est dans un secteur où il y a encore beaucoup d'horaires coupés. Je vais vous donner des exemples que vous rencontrez sans aucun doute dans vos structures. Déjà, il faut savoir que lorsque l'on passe d'un horaire coupé à un horaire continu, on gagne en moyenne 15% de temps personnel. C'est-à-dire que l'on va passer en moyenne plus de 160 heures à la maison en plus par an. C'est-à-dire que le temps de présence sur le lieu de travail, il est diminué de 15%. C'est énorme. Hein, c'est énorme, vous gagnez quasiment un mois de travail par an. Les horaires continus, je pense que c'est bon pour tout le monde et je vais vous donner un exemple. La comptable de l'établissement, lorsque je suis arrivé dans la structure, elle faisait 9, midi, 13h30, 17h. Assez classique pour une collègue qui appartient à l'équipe administrative. Je lui ai dit, Marie-Pierre, comment souhaiteriez-vous travailler? Elle dit, moi je suis plutôt du matin, j'aimerais faire 7-14. Eh bien, très bien, Marie-Pierre, vous travaillez de 7h à 14h. C'est tout. Je vais vous donner un autre exemple. L'agent technique de l'établissement, le responsable technique, Jean-Claude, très engagé, il est super aussi Jean-Claude. Pareil, Jean-Claude, il avait jusqu'alors des horaires 9 midi, 13h30, 17h. Bon, eh bien Jean-Claude a fait le choix pendant 4 ans de travailler de 7h à 14h. Et là, depuis septembre, il a fait le choix de passer sur la semaine à 4 jours pour avoir tous ses jeudis de libre. Très clairement, on a plein de métiers comme ça dans nos structures qui ne sont pas vraiment coincés en fait par les nécessités de service. Que la compta se fasse la nuit, le jour, à 7h du matin ou à 19h, pour moi, peu importe. Que l'agent d'entretien travaille plutôt le matin ou plutôt l'après-midi, pour moi, peu importe. L'agent d'entretien, on s'en passe très bien les week-ends, donc on peut s'en passer très bien le jeudi, et on se rend compte d'ailleurs que tout le monde s'y est adapté et ça n'a pas généré, pour le coup, plus de besoins et plus de soucis d'ailleurs techniques dans la structure le jour où il est absent. Ça, les horaires continus, très clairement, c'est un facteur d'attractivité qui est plébiscité par les professionnels. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis cette slide-là. C'est eux qui m'ont demandé de la mettre. Même les animateurs chez nous, jusqu'alors, travaillaient en horaire coupé. On les a mis aussi en horaire continu. Qu'est-ce qu'ils font, vous allez me dire, les animateurs, entre midi et 2? Eh bien, ils aident les soignants dans l'accompagnement des habitants durant le repas. Ils se mettent à table, ils servent, et ils lancent des discussions. On peut faire de l'animation aussi durant le temps de repas, bien entendu. Et cela, donc, nous l'avons appliqué pour l'ensemble des professionnels. Nous n'avons plus de professionnels qui sont en horaire coupé, sauf 2 tournées du SIAD qui sont encore en horaire coupé sur 5 tournées. Jusqu'alors, les 5 tournées étaient en horaire coupé, c'est-à-dire que sur le SIAD, on travaillait de 7h à midi, puis de 17h à 20h. Aujourd'hui, nous avons 3 tournées qui travaillent de 7h à 14h. Donc voilà, ça c'est très clairement un outil qui est extrêmement pertinent et attractif. Autre outil qui est également attractif, c'est le financement des temps de pause. Ça vous permet de gagner en moyenne 73 heures par an de temps personnel à la maison. C'est quand même pertinent. Ça rejoint aussi voilà, les avantages relatifs aux horaires continus. Reprenons l'exemple de Marie-Pierre, la comptable. Marie-Pierre, elle travaille de 7h à 14h. Bien entendu, à midi, elle fait une pause pour manger. Cette pause, elle est rémunérée. Et elle est rémunérée pour l'intégralité des salariés de l'établissement. C'est très clairement un très bon investissement. Marie-Pierre est une collègue qui n'est jamais absente, au même titre que Jean-Claude et que les autres collègues qui, jusqu'alors, avaient découpé, notamment pour aller manger et ainsi de suite. Il n'y a plus ça dans l'établissement. Déjà, l'établissement finance les repas des salariés qui, tout compte fait, mangent sur leur temps de travail. J'y reviens, hein. Certes, ça a un coût. Le financement, par exemple, de tous les repas des salariés. L'année où on l'a mise en place, ça avait eu un coût de 14 000 €. Ça avait tellement amélioré
fait diminuer l'absentéisme au sein de l'établissement que ces 14 000 € m'ont été remboursés ensuite par l'Agence régionale de santé. Qui a constaté que c'était quelque chose tout compte fait d'innovant qui réduisait là aussi l'absentéisme et le turnover. Je peux vous assurer que les professionnels sont très reconnaissants, notamment les professionnels des services généraux. Le fait de pouvoir manger sur son temps de travail, c'est pertinent, ça vous fait gagner du temps et ça vous fait gagner aussi, bien entendu, de l'argent. C'est un facteur d'attractivité qui est reconnu et plébiscité aussi par les personnels. Autre outil, les congés. Pour tous les professionnels de l'établissement, les congés qui sont posés par les salariés dans un délai de 15 jours sont systématiquement acceptés. Donc là, j'imagine d'ores et déjà derrière leurs écrans, je vois personne, hein, mais j'imagine d'ores et déjà derrière leurs écrans les chefs de service. Non, c'est pas possible, comment on fait? C'est compliqué. Vous avez raison, c'est pas évident à mettre en place, notamment au début. Alors, je vais resituer un peu le contexte. Pourquoi est-ce que je l'avais mise en place? Parce que dans des structures où vous avez un turnover élevé, et vous savez, j'ai des données sous les yeux, il y a beaucoup de structures qui ont des turnovers élevés, y compris des MEX, y compris des maisons d'accueil spécialisées, y compris des IME, y compris des foyers d'accueil médicalisés. Bref, je pense que l'intégralité de notre secteur aujourd'hui, et notamment depuis la crise sanitaire, est impactée par un gros turnover et de l'absentéisme. Eh bien, lorsque l'on a beaucoup d'absentéisme, on a tendance à ne pas octroyer les congés et l'on a tendance aussi à rappeler des personnels en congé. Ça, c'est absolument terrible. Excusez-moi. C'est absolument terrible parce que si un collègue ne se repose pas, eh bien, le collègue tombe malade et se met en arrêt. Voilà. Et lorsque l'intégralité des congés sont posés, eh bien, on a automatiquement moins d'absence pour arrêt maladie, bien entendu. C'est quelque chose qui aujourd'hui fonctionne très bien chez nous. Pourquoi? Parce que l'attractivité de l'établissement nous a permis de constituer un pool de remplaçants. Un pool de remplaçants qui, pour la majorité d'entre eux, de surcroît, veulent un CDI dans la structure. Mais ça fonctionne aussi bien, pourquoi? Parce que l'on a une politique à l'égard des CDI qui leur permet de faire régulièrement des heures supplémentaires, on le verra tout à l'heure. Et donc, il arrive que les collègues, en fait, se remplacent entre eux et se partagent les plages horaires entre eux lorsque un collègue pose des congés. Quoi qu'il en soit, les collègues peuvent facilement s'organiser. Dès lors qu'un collègue veut être en congé et qu'il nous le demande dans un délai de 15 jours, ils sont de fait acceptés. Attention, il y a une précision importante à vous donner. Ça, c'est en dehors des périodes de vacances scolaires. Hein. Pendant les périodes de vacances scolaires, on demande à l'ensemble des collègues 2 mois avant les vacances s'ils souhaitent poser des congés. Et à ce moment-là, on trouve un équilibre entre eux en fonction des congés posés l'année précédente. Hein. Voilà, ça ne fonctionnerait pas ça pendant les périodes de vacances scolaires, sans quoi tout le monde me demanderait 15 jours avant l'intégralité du mois d'août et je n'aurais plus personne pour travailler. Là aussi, les congés, on les octroie pour que ce soit très clair en fonction des nécessités de service qui sont indiquées sur les feuilles de demande de congés, c'est-à-dire qu'on leur indique par exemple, il ne peut pas y avoir plus de 3 ou 4 collègues en congé en même temps, cela dépend du service. Ça permet de s'organiser et d'anticiper, et ça permet aussi d'anticiper les repos et de réguler son énergie. Très clairement, un collègue qui sait qu'il sera en congé dans 15 jours ou la semaine prochaine, n'hésite pas à remplacer une absence, par exemple, la semaine précédente. Donc, c'est aussi pertinent. Autre outil, la valorisation du CDI sur le CDD, afin de réduire le nombre de postes vacants et d'éviter les écueils liés aux avantages des CDD. Je m'explique. On a eu une période, notamment après 2020, où l'on avait des postes vacants, notamment sur le SIAD. C'est-à-dire que les CDI n'étaient pas pris, alors que l'on avait quand même des CDD pour effectuer ces remplacements-là. Pourquoi? Parce que ces collègues en CDD avaient une meilleure rémunération de fait, on leur payait la précarité et on leur payait leur congé. Ils pouvaient venir travailler quand ils le souhaitaient, et le plus souvent d'ailleurs, ils ne remplaçaient pas les collègues absents pendant l'été. Bref, c'était assez compliqué. C'était difficile de maintenir la continuité du service dans ces conditions-là. De surcroît, il y avait auprès des CDI une forme de mécontentement lié au fait que les CDD
pour tout compte fait plus de confort de travail, avaient une meilleure rémunération et pouvaient poser tout compte fait leur congé quand ils le souhaitaient. Et j'avais constaté à ce moment-là que certains collègues avaient démissionné de leur CDI pour ensuite travailler en CDD. Je pense que c'est des choses voilà, que vous connaissez, que vous rencontrez dans vos structures. Nous, on valorise le CDI sur le CDD. Les heures supplémentaires, elles sont réservées au CDI. Donc, les heures supplémentaires, elles sont réservées au CDI. C'est une des mesures, en fait, que l'on a prises dès 2020. Seuls les CDI travaillent les jours fériés chez nous, là aussi pour augmenter leur niveau de rémunération. Les CDI sont prioritaires sur les dimanches et pour travailler également sur les plages horaires les plus avantageuses. Et je vous prends l'exemple de la tournée continue du SIAD. Alors, des tournées continues du SIAD. Lorsque un collègue sur le SIAD est sur une tournée continue, c'est-à-dire qu'il travaille de 7h à 14h et qu'il part en congé, ces horaires-là, 7-14, qui sont très attractifs, sont disponibles. Je ne vais pas recruter un CDD pour effectuer ces horaires-là. Je vais demander au CDI s'ils sont intéressés par ces horaires-là et je vais recruter le CDD pour faire les horaires en horaire, les tournées pardon, en horaire coupé. Il nous reste 2 tournées en horaire coupé. C'est la même chose sur le travail l'après-midi au niveau de l'EHPAD. Les collègues préfèrent souvent travailler le matin plutôt que l'après-midi. Lorsqu'une collègue en congé libère ses plages du matin, eh bien les collègues qui travaillent l'après-midi viennent travailler le matin et on recrute les CDD sur les plages de l'après-midi. Ça, c'est quelque chose aujourd'hui qui fonctionne très très bien et qui a rendu le CDI plus attractif que le CDD. D'ailleurs, depuis, nous n'avons plus de postes vacants et nous avons, vous l'avez vu, un recours au CDD qui est en diminution structurelle depuis 5 ans, depuis 2020. Autre outil, les projets professionnels. Je vous en parlais tout à l'heure. On anime chaque année un entretien pro par professionnel. Que nous dit la loi à ce niveau-là? C'est assez simple. Depuis 2004, on doit mener, vous savez, un entretien pro tous les 2 ans. Nous, on a fait le choix de le faire tous les ans. Pourquoi? Pour avoir un temps d'échange, le plus souvent très sympathique, quoique pas toujours, parce que lorsqu'il y a des choses un peu compliquées à dire, on les dit pour le coup à ce moment-là, hein, bien entendu. Mais c'est très intéressant de prendre le temps avec les collègues de discuter pendant 1 heure, 1 heure et demie, parfois 2 heures, autour de leur engagement dans la structure, autour de ce qui fait qu'ils s'y sentent bien ou de ce qui les ferait partir. Je leur pose d'ailleurs souvent cette question-là, qu'est-ce qui vous ferait partir de l'établissement et qu'est-ce qui fait que vous y restez? Et c'est toujours à ce moment-là que l'on évoque la question de leur évolution personnelle et professionnelle à travers les projets pro. On en finance beaucoup des projets pro dans la structure, des formations de cadres, des formations d'infirmiers, d'autres formations. On a formé 2 ASG également. Voilà, c'est quelque chose de très important parce que ça dynamise quand même bien les parcours des salariés et ça renforce leur engagement. Ils voient encore et davantage un intérêt à travailler dans cet établissement-là parce qu'on va les aider à progresser professionnellement. Ça leur permet donc d'avoir des perspectives pro, hein, un projet professionnel, et ça leur permet aussi d'avoir un feedback annuel sur leur travail. C'est un outil quand même qui est très 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 pertinent, le projet pro, en partant du principe qu'ils en ont tous un, même ceux qui ne le savent pas. Tout le monde a un projet pro. Autre outil, la régulation, or c'est plutôt une pratique, la régulation continue du climat social. On est dans, en effet, un secteur où il y a souvent des tensions entre les collègues. Déjà parce que l'on se rend compte que nos équipes interdisciplinaires mélangent des métiers, dont les formations, des fois, n'ont pas grand-chose à voir les unes avec les autres. On a aussi des collègues très différents, on a des collègues qui ont des âges différents, qui ont un rapport au travail différent. Et le climat, dès lors que la charge de travail elle est importante, et on l'a vu, elle est très 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 importante, il peut vite se dégrader parce que l'on est fatigué. Et ça génère quoi? Eh bien, de l'absentéisme de courte durée. On a mis en place dans l'établissement une méthodologie de régulation des conflits, pour lesquels d'ailleurs, donc, je vous l'indiquais, on va se reformer encore mardi. Une méthodologie de régulation des conflits que l'on applique de façon systématique pour maintenir un bon climat social dans l'établissement. C'est une méthodologie assez simple en 4 étapes. Première étape, lorsque on perçoit un conflit, ou bien lorsque le conflit est évident ou lorsqu'il nous est rapporté, on propose d'ores et déjà aux professionnels de le réguler entre eux.
Pourquoi est-ce que je me permets de leur proposer de le réguler entre eux? Parce que nous formons en fait tous nos professionnels chaque année à la communication professionnelle et interpersonnelle. Et il y a dans l'établissement tous les mois des ateliers de dynamique d'équipe qui les amènent à réguler eux-mêmes les tensions entre eux en leur donnant en fait des outils de compréhension, des outils de communication, de reformulation. Donc on leur propose tout d'abord, et c'est la première étape, de réguler entre eux les conflits. Si ils ne souhaitent pas réguler entre eux les conflits ou si ça ne fonctionne pas. Deuxième étape, c'est le N+1 qui va animer la régulation. Pourquoi le N+1? Bah, déjà parce que c'est le premier responsable en fait des personnes et parce que le plus souvent, c'est l'organisation de l'établissement qui est à l'origine d'un conflit, le plus souvent. On se rend compte le plus souvent qu'au cours de la régulation, eh bien, à un moment donné, on a manqué de moyens, à un moment donné, on a manqué de personnel, à un moment donné, l'organisation n'était pas assez floue ou il n'y avait pas le protocole qu'il fallait, bien que je sois plutôt contre la bureaucratisation de nos organisations et des protocoles, mais à certains moments, il en faut. Eh bien, ça peut être à l'origine d'un conflit. Voilà. Parce que telle chose n'était pas assez claire, telle chose n'était pas bien dite ou telle chose n'avait pas été partagée. C'est souvent un problème de com à la base. Et donc, le chef de service le repère au cours de la régulation, y apporte une réponse et le plus souvent, en fait, le conflit s'arrête à cette seconde étape. Si, au cours de cette régulation, le chef de service évalue, et ils sont formés à ça, que le conflit, tout compte fait, il est plus interpersonnel, eh bien, à ce moment-là, on se retire. L'équipe de direction se retire et on propose une troisième régulation avec quelqu'un d'extérieur. Le plus souvent, c'est une psychologue du travail qui va travailler avec les deux protagonistes ben voilà, autour de leur relation, autour de ce qui génère l'agacement entre eux pour leur permettre de continuer à travailler ensemble. Cette troisième étape-là, elle peut se réaliser autour de 2, 3 ou 4 rendez-vous même, et des fois autour de rendez-vous individuels. À ce niveau-là, on met vraiment le paquet pour que les gens travaillent ensemble de façon cordiale et correcte, sinon ça a trop d'impact sur le climat social et sur l'accompagnement des habitants. La quatrième étape, elle est assez simple. Si le conflit, après ces 3 étapes-là, ne sont pas régulés, je rencontre les salariés et je leur dis, ben voilà, il y en a un des deux qui forcément va partir. Parce que malgré tous les moyens que l'on a mis en œuvre, ça ne s'arrange pas. C'est que visiblement, il y a un manque d'effort de la part des salariés. Très clairement. Si après avoir mis tout ça en place, après les avoir formés, après avoir fait une régulation avec un cadre, après avoir fait venir une psychologue extérieure, le conflit perdure, c'est que très clairement, il ne s'arrangera jamais. Et ça, ce n'est pas dans l'intérêt de l'équipe de direction, ce n'est pas dans l'intérêt de l'accompagnement des habitants. Donc très clairement, on va travailler avec ces salariés-là sur la possibilité que l'un de deux, voire les deux, partent. Mais partent bien, hein, dans le cadre par exemple d'une mobilité ou d'une formation. Le plus souvent, le simple fait de l'évoquer régule le conflit. Hein. Très clairement, notamment lorsque les salariés se sentent bien au sein de l'établissement. Après, très clairement, on ne fait pas de forcing non plus, dans le sens où, j'y reviens, on peut leur permettre, on peut tenter de ne pas forcément les faire travailler ensemble tout le temps non plus, mais il y a très clairement une obligation de cordialité dans l'établissement, ça paraît plutôt évident, et ça, ce n'est pas négociable. Pour prévenir aussi les tensions et les conflits, on coordonne bien entendu les services de façon régulière par le biais de réunions de coordination. On forme, donc je vous l'ai dit, les salariés à la communication et au management. Les cadres, eux, sont présents tous les jours sur site. Bien entendu, on se relaie. Hein, je ne travaille pas 7 jours par semaine. Enfin, presque pas. En effet, on a établi un calendrier de présence des cadres qui permet d'accéder voilà, à un cadre tous les jours, du lundi au dimanche. Ce week-end, par exemple, là qui arrive, c'est pour ma pomme. Ça, très clairement, ça calme en fait l'ensemble de la structure. C'est tout bête, hein, mais la présence des cadres de l'équipe de direction, dès lors qu'elle est rassurante, cette équipe-là, dès lors qu'elle est coordonnée, dès lors qu'elle est au travail avec les professionnels, eh bien, ça calme l'ensemble. Ça calme l'ensemble et ça permet à l'établissement de mieux fonctionner. Ce n'est pas possible partout. Dans le cadre du service à domicile, il n'y a pas de cadre au domicile des personnes, bien entendu. Mais le service sait qu'il peut avoir accès à un cadre le samedi ou le dimanche, par exemple. Donc, ça a réellement
de bons effets sur le climat social et sur la régulation continue du climat social. La cohérence du management, j'y reviens, elle se traduit par la présence d'un projet managérial et ceci permet aussi de réguler le climat social. Et enfin, l'exercice du pouvoir disciplinaire permet aussi de réguler le climat social. J'ai été amené à plusieurs reprises, notamment à mon arrivée dans la structure, à sanctionner, licencier quand il le fallait, à en effet déterminer un cadre non négociable qui me permet de sanctionner s'il n'est pas respecté, en fait, tout simplement. Dès lors que l'on va déterminer les choses clairement et qu'un collègue fera le choix de ne pas les appliquer, ces choses-là, il ne faut pas avoir peur, hein, selon moi, de sanctionner ou de licencier. Je le dis souvent, tout se budgète, y compris un licenciement, y compris un risque prud'homal. Je préfère le plus souvent ne pas garder quelqu'un qui, par exemple, dégrade un climat social, plutôt que avoir des coûts relatifs à l'absentéisme qu'il aura généré. Autre outil, la présence continue d'un cadre hiérarchique sur le terrain, notamment le week-end. On en a parlé, donc ça, c'est vraiment plébiscité par les professionnels. Ça permet d'avoir une gestion continue de l'organisation, des absences, des demandes, des tensions avec les professionnels ou les familles. On a souvent des tensions avec les familles le week-end, alors tout compte fait assez peu parce que ça fonctionne plutôt bien dans la structure, mais voilà, ça peut arriver. Là, on n'expose pas les professionnels, c'est-à-dire que c'est le cadre qui y va. Ça permet d'assurer donc une fonction de contrôle aussi et de régulation, ne serait-ce que par sa présence. Et ça a réduit, c'est assez surprenant, le recours aux urgences pour les habitants de l'EHPAD. Dès lors que l'on a mis en place en fait cette mesure, l'on a beaucoup moins d'hospitalisation le week-end. C'est surprenant. Très clairement, il y a une forme de recrutement un peu tonique comme ça chez les salariés qui, tout compte fait, sont plus sur le terrain, plus au travail, lorsque le cadre, lui, est présent aussi sur le terrain ou dans son bureau, hein, très clairement. Donc voilà, ça a eu des effets aussi sur la qualité de l'accompagnement des personnes. Et donc c'est quand même quelque chose qui est très intéressant. Ce qui a diminué aussi les week-ends, ce sont les chutes dans l'établissement, depuis que l'on a mis en place cette disposition-là. Et quoi d'autre? Je voulais vous dire autre chose à ce niveau-là. Bref, ça me reviendra. Ça réduit aussi les tensions entre les salariés relatives au retard. Très clairement, il n'y a plus de retard dans l'établissement. Alors c'est surprenant, il y avait à certains moments un peu plus de retard le week-end que la semaine. Là, il n'y a plus de retard, y compris les week-ends. Même si voilà, un retard, ça s'explique, ça s'excuse, c'est pas un drame en soi s'il n'est pas répété et s'il n'a pas trop d'impact sur l'accompagnement des personnes, hein. Il n'y a pas de pointeuse non plus dans la structure, hein. Autre méthode, approche, la recherche de la meilleure rémunération possible. Ça passe, cette recherche-là, par une amélioration, j'y reviens, des conditions de travail qui, pour les salariés, ont une valeur. Ça ne passe pas forcément par une augmentation, pour le coup, à la fin de chaque mois, même si l'on permet donc à l'intégralité des salariés de faire des heures supplémentaires tous les mois, et comme vous l'avez vu, de travailler en priorité le dimanche ou les jours fériés pour augmenter leur niveau de rémunération. Autre outil, l'acceptation des demandes de réduction de travail. J'accepte quasiment toutes les demandes de réduction de travail, bien que cela demande un gros boulot au chef de service derrière. Pourquoi? Parce que je préfère garder un professionnel à temps partiel plutôt que de le voir partir si ce professionnel-là bosse bien, a de la valeur, est engagé. Si son maintien, tout compte fait à temps partiel, a plus de valeur que son départ. Par contre, si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, je refuse, bien entendu, les réductions du temps de travail pour amener les personnels à partir, tout en discutant avec eux, hein, bien entendu. La faisabilité quand même de cette réduction, elle est évaluée avec le chef de service pour permettre le complément relatif à cette baisse de temps de travail. Je ne vous cache pas que le fait d'avoir des collègues qui travaillent en 12 heures nous permet d'avoir pour le coup cette souplesse-là.
Mais c'est vrai qu'on doit souvent trouver un consensus avec les collègues qui souhaitent diminuer sur leur jour de présence ou les plages horaires sur lesquelles ils vont travailler. Je vais leur demander, parce que j'accepte leur réduction de travail, d'accepter à leur niveau de travailler par exemple plus l'après-midi ou plus telle journée où il me manquerait du monde. C'est vraiment du donnant-donnant et ça fonctionne là aussi plutôt bien. Autre outil, l'évaluation de l'état de forme des professionnels. Alors là, je vous présente en fait une échelle que l'on a créée dans l'établissement et qui nous permet d'objectiver l'état de forme. Alors ça peut paraître assez surprenant. Pourquoi? Parce que lorsque l'on demande aux professionnels si ça va, la majorité vont vous dire oui. Rarement, ils vont rarement vous dire plus que ça. Ils vont vous dire oui. Quand ça va pas, ils vont vous dire ouais, ça va pas, mais pareil. Là, on ne sait pas si ça va pas beaucoup, si ça va pas qu'un peu. Vous voyez, on a du mal à objectiver les choses, tout compte fait, et à adapter notre management et nos réponses à cet état de forme. Cette échelle, elle est utilisée donc par les cadres lorsque des besoins de remplacement surviennent. Moi, le plus souvent, je l'utilise par exemple le vendredi, avant le week-end. Je fais un état des lieux dans l'équipe des collègues qui pourraient venir remplacer s'il me manque quelqu'un au pied levé. Vous savez, le fameux collègue qui appelle à 6h30 du matin, qui ne peut pas venir travailler parce qu'il a mal au ventre. Là, il faut réussir à le remplacer et c'est un outil qui nous aide à ce niveau-là en repérant les collègues qui acceptent bien de le faire. Cette échelle elle peut aussi être utilisée par les professionnels afin d'exprimer objectivement leur état de forme. C'est-à-dire que l'on a des collègues des fois qui utilisent cette échelle pour nous dire oui, je suis fatigué là et puis je suis au niveau 7. C'est-à-dire que j'ai vraiment besoin de planifier du repos. Très bien, le chef de service l'entend, reçoit le collègue et planifie avec lui du repos. On peut avoir d'autres collègues qui nous disent oui, je suis fatigué, mais je peux assurer mes missions, je suis au numéro 4. Très bien, donc on le prend en compte, on va avoir un regard attentif sur lui, mais voilà, on va lui faire confiance. S'il est vraiment trop fatigué, il viendra nous interpeller en nous indiquant qu'il est, tout compte fait, à un autre niveau. Et enfin, on a des collègues qui peuvent nous dire je suis en grande forme, vous pouvez compter sur moi, c'est le niveau 2. Ces collègues, très clairement, si l'on a des personnes absentes, on pourra s'appuyer sur eux. C'est un outil pertinent, ludique, il peut totalement être adapté. Il peut révéler aussi un peu de mauvais esprit lorsque les collègues répondent 10. Je pète la forme, mais je ne veux pas dépanner. Généralement, lorsqu'un collègue nous dit sérieusement qu'il est au numéro 10, il y a une discussion derrière avec le chef de service ou avec moi-même. Voilà, parce qu'en effet, on recherche de l'engagement chez tous nos collègues et on ne peut pas, pour le coup, affirmer que l'on se sent très bien, mais que l'on n'a pas envie, hein, je dis bien que l'on n'a pas envie de venir dépanner, si besoin. Autre outil, l'indemnisation ou la compensation de la suractivité. Ça, c'est pour réduire les conséquences liées à l'absentéisme sur les professionnels présents. Je vous donne un exemple tout simple. Le matin, il y a 6 soignants. Si un collègue est absent et que l'on n'arrive pas à le remplacer, les 5 vont se partager la charge des 6, hein, obligatoirement. Donc, pour le compenser, on majore en fait leur taux horaire. 1 heure vaut 1h15, tout simplement. Et les 15 minutes donc supplémentaires sont soit récupérés, soit rémunérés. C'est les professionnels qui choisissent. Ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que ça tue dans l'œuf les ressentis à l'égard des collègues absents. En effet, lorsqu'un collègue est absent, on peut lui en vouloir si la charge de travail augmente, surtout lorsque l'on a déjà à la base une charge de travail importante. Ça, très clairement, le fait de reconnaître la surcharge de travail, la suractivité, très clairement, ça produit de bons effets. Ça réduit aussi les conséquences liées à l'augmentation des besoins en soins, c'est-à-dire que on évalue chaque année les besoins en soins des personnes. Lorsque ça augmente, eh bien, je vais augmenter en fait l'effectif sur les équipes. Voilà, pour voilà, s'y adapter et à chaque fois compenser l'augmentation de la charge de travail. Je vais accélérer un petit peu parce ça fait déjà 43 minutes. Alors, l'adaptation de la rémunération aux conditions de travail en temps de crise. Ça rejoint en fait ce que je vous disais précédemment, c'est-à-dire que lorsque les risques professionnels augmentent, en période d'épidémie par exemple, ou bien lorsque on a une dégradation conjoncturelle des conditions de travail, période de canicule, même si l'on n'est plus trop confronté nous à la canicule, parce qu'aujourd'hui tout l'établissement est
climatisées, y compris les chambres. Pareil, on valorise en fait le temps de travail des salariés. 1 heure vaut 1 heure et quart. Là, c'est capé, c'est-à-dire que l'on va déterminer la période durant laquelle on estime que les conditions de travail sont dégradées. Très clairement, ça réduit l'absentéisme lié à la dégradation des conditions de travail. Ça renforce l'engagement des professionnels pendant les périodes sensibles. Les mesures à l'égard des accidents de travail ou des arrêts maladie abusifs, toutes ces mesures-là que je vous présente, comme toutes les mesures précédentes d'ailleurs, elles sont systématiquement annoncées au CSE qui prononce un avis. Il faut savoir que le CSE prononce un avis favorable là sur l'ensemble des mesures que je vous présente. On effectue par exemple des mesures de contrôle des arrêts maladie. Je contrôle en moyenne à peu près 2 arrêts maladie par an. Pas plus, pourquoi? Parce qu'il y en a déjà assez peu. À mon arrivée dans la structure, j'avais été amené à en contrôler beaucoup plus. Et il s'est avéré que dans 2 situations, les arrêts ont été caractérisés par l'assurance maladie ensuite comme étant abusifs et les personnes ont dû rembourser leurs indemnités journalières, hein. Donc voilà, c'était quelque chose qui se passait à un moment donné dans la structure et qui aujourd'hui ne se passe plus. Mais en effet, c'est quelque chose que je continue à faire et qui ne pose pas de problème dans le sens où, lorsqu'un collègue est malade, il accepte en fait d'être contrôlé. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Il y a des formations sécurité obligatoires, là aussi, pour éventuellement contester un accident du travail si toutes les conditions étaient mises en place pour l'éviter. Alors le contester, non, mais émettre des réserves, par exemple. Et lorsque l'on émet des réserves sur la déclaration d'un accident du travail, on reçoit généralement 15 jours à 3 semaines après un courrier de l'assurance maladie, en tout cas c'est le cas pour l'Hérault, qui en effet nous demande pourquoi est-ce que l'on a émis des réserves. On donne des consignes relatives aux soins qui doivent être respectés, sinon là aussi on émet des réserves. On effectue des contrôles médicaux, ça je vous l'ai indiqué. On effectue des signalements à l'assurance maladie, également des médecins qui arrêtent beaucoup. C'est plus trop le cas non plus à l'heure actuelle, mais en effet, j'ai eu à certains moments des médecins qui arrêtaient systématiquement. D'ailleurs, certains collègues s'étaient donné un peu le mot. C'était au début, hein, à mon arrivée dans la structure, ce sont des choses qui aujourd'hui n'arrivent absolument plus, mais j'avais signalé ces médecins-là qui ne l'avaient pas très bien pris. Autre mesure, la réalisation d'enquêtes RPS-QVT confiées au CSE tous les 2 ans. On en a parlé tout à l'heure. C'est des enquêtes en fait qui me permettent d'évaluer le climat social et l'engagement des professionnels et qui me permettent également d'évaluer les effets du management. Pourquoi confier au CSE? Parce que ces enquêtes, bien entendu, elles sont anonymes et je transmets les résultats directement au CSE avant même de les voir pour qu'eux également me fassent à leur niveau des préconisations, des retours sur les résultats de cette enquête-là. J'insiste sur la nécessité qu'un CSE soit fort, puissant, que les syndicats soient forts et puissants pour que mes décisions soient aussi légitimes. J'ai besoin qu'ils représentent parfaitement bien les salariés dont ils sont aussi responsables. Et donc, en leur confiant de nombreux aspects relatifs à la QVT, je les responsabilise aussi et je leur donne une importance. Et donc, en effet, sur ces enquêtes, on fait des tris des résultats par génération, par métier et par manager. Par manager, alors en quoi est-ce que c'est intéressant? Eh bien, parce que ça me permet de repérer si le management des chefs de service est adapté au service qu'il manage. La réalisation d'un plan d'amélioration des conditions de travail confié au CSE, ça rejoint ce que l'on se disait tout à l'heure. Chaque année, on fait un plan d'amélioration des conditions de travail qui liste en fait une série d'actions mises en place. En voici un exemple à l'écran, ça doit être absolument horrible à regarder, mais vous pouvez constater que pour l'exercice 2025, nous avons listé 34 actions à mettre en place pour améliorer les conditions de travail. Il y a des actions autour de la qualité de vie au travail comme adapter les horaires, faire des horaires à la carte et ainsi de suite. Il y a des actions autour du développement des compétences et de la formation. Et il y a des actions autour de l'adaptation des conditions matérielles qui favorisent le travail, qui se traduisent le plus souvent par des investissements, des travaux, des achats de matériel. Et donc, on fait des étapes d'évaluation chaque trimestre avec le CSE, où le CSE me demande des comptes. Où est-ce que l'on en est à ce niveau-là? Est-ce que ça s'est fait? Et ainsi de suite. On le construit chaque année en décembre pour l'année suivante. C'est un très très bon outil et il faut savoir que dans la région Occitanie, l'ARS
nous le demandent lorsque l'on demande, par exemple, des CNR. Hein, ils me l'ont déjà demandé à plusieurs reprises, par exemple. C'est-à-dire que c'est vraiment un outil à mettre en œuvre pour démontrer également au pouvoir public que l'on met aussi le paquet, voilà, pour améliorer les conditions de travail, notamment lorsque l'on sollicite à leur niveau des moyens pour ça. Autre outil, le financement des repas du personnel. Je vais passer rapidement là-dessus parce que l'on en a parlé tout à l'heure. Ce qui est intéressant, c'est que ça favorise aussi la bonne santé des professionnels. Autre outil, les goodies et les actions qui témoignent de la reconnaissance et du soutien. Je vais vous lister en fait toute une série d'actions comme ça que l'on met en place dans l'établissement et qui sont plutôt sympathiques. La baguette solidaire, par exemple. Excusez-moi, il faut que je revienne en arrière. La baguette solidaire, par exemple, c'est assez simple. Une semaine par an, chaque salarié repart du travail avec sa baguette de pain. Et il déjeune avec le lendemain matin et il trouve ça fort sympathique. Généralement, on le fait lorsque l'inflation prend un coup, d'un seul coup, je ne sais pas, le coût de l'essence augmente, et tiens, on met en place l'opération baguette solidaire. On met en place des protections hygiéniques aussi dans les vestiaires féminins pour lutter contre la précarité menstruelle. Il y a un fauteuil massant dans la salle du personnel. Il faut savoir que ce fauteuil massant, il est financé par l'ARS tous les ans quand même. Vous voyez, donc voilà, il y a plusieurs actions comme ça qui sont mises en place, qui témoignent de la reconnaissance à l'égard des professionnels, et donc ça renforce leur engagement. Depuis la mise en place de ces différents outils, là je viens de vous en présenter une vingtaine, eh bien on voit que le niveau de satisfaction des professionnels concernant leur autonomie et leur organisation du travail, elle augmente. En 2023, 97% des salariés disaient qu'ils se sentaient autonomes dans l'organisation de leur travail. Vous le voyez, en 2017, on était à 30% et à 77% en 2019, donc ça progresse. Aujourd'hui, 100% des salariés trouvent que leur planning est compatible avec leur organisation personnelle. Sur l'enquête de 2021, on était à 97%. Voilà, là, c'est optimal pour le coup. C'est optimal, en effet. Enfin, cet équilibre vie pro, vie perso, on l'a trouvé. C'est ce qui explique d'ailleurs que cette année, on aura un turnover inférieur à 5% et on aura sans doute un absentéisme inférieur à 4% cette année. Hein, l'absentéisme en 2024 a été de 4,55%, c'est très très faible pour notre secteur. Hein. Eh bien, il sera sans doute inférieur à 4% cette année. Enfin, on a quand même des axes d'amélioration. Lorsqu'on demande aux professionnels s'il leur arrive de recevoir des ordres contradictoires de la hiérarchie, oui, encore pour 18% des salariés. Donc, il y a encore des aspects sur lesquels il faut que l'équipe de direction s'améliore. Lorsque l'on demande aux collègues s'ils ont connu des tensions avec d'autres collègues au cours des 6 derniers mois, oui, pour 25% des salariés. Donc là, c'est quand même beaucoup. Ce sont des données de 2023 et c'est ce qui explique que l'on a mis en place cette méthode de régulation des conflits. J'espère sincèrement qu'en 2025, ça se sera amélioré. Merci à tous et juste avant de conclure et d'aller sur les questions, je voulais vous présenter rapidement donc cette nouvelle action que nous mettons en place dans l'établissement. Nous allons en fait financer une sépulture pour les habitants de l'Hostal du Lac qui n'ont pas les moyens de s'en payer une et qui n'ont pas de famille. C'est aussi une action qui génère de l'engagement. Dès lors que la stabilité de l'équipe, en effet, sert la qualité de vie des personnes, tout compte fait, même après leur décès, eh bien, ça renforce l'engagement des professionnels. Je peux vous assurer que les professionnels sont très, très fiers de cette action-là. N'hésitez pas à flasher le QR code pour nous faire un don. On a besoin de 10 000 € et je sais qu'on les aura. On a financé par ce biais-là une salle de bal, par exemple, dans l'établissement il y a 2 ans. Merci à tous. Merci à vous. Alors, il y a beaucoup de questions, hein, Pascal. Il va falloir les sélectionner dans le peu de temps qu'il nous a imparti. Je pense que la première question à laquelle il faudrait que vous répondiez, c'est celle qui est liée au financement de chacune de vos initiatives. Parce qu'on comprend bien, vous faites beaucoup de choses pour l'établissement, pour les équipes et pour les habitants. Oui. Et pour leurs proches, j'en suis certaine, même si vous n'avez pas eu le temps de présenter toutes les initiatives qui leur sont liées. On comprend que pour les professionnels, vous vous attachez à la fois à améliorer leur satisfaction, mais aussi leur motivation en travaillant sur la qualité de la vie au travail. Vous avez cité beaucoup d'initiatives, mais aussi en travaillant avec eux sur leurs projets professionnels, en développant aussi leur employabilité, parce que, vous l'avez dit,
peut avoir des ambitions et avoir l'envie de progresser à l'intérieur de l'adage, avec une mobilité à l'intérieur de l'association ou même à l'extérieur. Donc, on voit que vous insistez énormément sur la rémunération. Vous trouvez toutes les solutions possibles pour améliorer les conditions de cette rémunération. Et évidemment, ça ne manque pas dans les questions. Il y a, mais dites-nous, qu'en est-il de vos budgets? Pourtant, tout au début de votre présentation, vous l'avez dit, l'institution est en bonne santé financière. Mais tout de même, quand on vous écoute, on ne peut pas s'empêcher de se dire, tout cela a un coût. Qu'en est-il? Et il y a aussi une question qui est relative à l'organisation même du travail, parce qu'on comprend qu'en individualisant à l'extrême l'organisation du travail, vous avez un impact extrêmement positif, mais il y a une remarque qui dit « mais tout ça doit prendre un temps fou ». Alors, est-ce que selon vous, le temps que vous consacrez à cette organisation, ce n'est pas créer du potentiel pour éviter de réguler des dysfonctionnements qui arriveraient si justement vous n'étiez pas sur cette individualisation à l'extrême? Donc voilà, sur les deux volets, est-ce que vous pourriez nous apporter quelques réponses? Bien sûr. Alors, sur la question du coût, l'investissement déjà dans le capital humain, et là je vous renvoie pour le coup aux notions d'Adam Smith, c'est celui qui rapporte le plus. Si je m'étais posé la question du coût quand je suis arrivé dans cet établissement, tout compte fait, je n'aurais rien fait. La chance que j'ai, c'est qu'en effet, dans mon cursus de formation, j'ai une formation en management qui me permettait de savoir, pour le coup, ce qui rapportait ou pas. Ce qui rapporte, très clairement, c'est la stabilité de l'équipe. Ça rapporte pourquoi? Parce que ça vous fait faire des économies sur les CDD et à l'heure actuelle, c'est ça qui coûte le plus cher. C'est les CDD et l'intérim. Et quand, en effet, sur 4 ans, vous faites 300 000 € d'économies sur les CDD, eh bien, cet argent-là, vous pouvez le réinvestir dans la qualité de vie au travail. D'autant plus que, vous avez pu le voir donc sur un des graphiques, les effets ils sont immédiats. C'est-à-dire que lorsque vous mettez en place un projet managérial, dès l'année suivante, les conditions de travail s'améliorent et donc les dépenses des CDD chutent, diminuent. Donc, le coût, tout compte fait, il n'est pas si élevé que ça. Au contraire, c'est une politique managériale en fait qui rapporte. Très clairement, on l'a vu, l'établissement, il est excédentaire, bien que ce soit un EHPAD. Aujourd'hui, il y a quand même très peu d'EHPAD qui le sont excédentaires. Nous, il l'est grâce en fait aux économies faites sur l'absentéisme et le turnover. En plus, vous l'avez remarqué, l'ARS a financé beaucoup de mesures relatives à la QVT parce que elle y croyait au moment où nous les avons mises en place en 2018 et 2019. Elle a financé la première année les repas du personnel pour un montant de 14 000 € et elle m'a donné chaque année pendant 4 ans 10 000 € de CNR pour financer, on n'en a pas parlé, mais de l'ostéopathie sur le temps de travail, des cours de pilates sur le temps de travail toutes les semaines, des cours de la réflexologie plantaire sur le temps de travail. Bon, bref, les salariés ont de surcroît ce que l'on appelle un passeport santé et bien-être qui leur permet de bénéficier de séances bien-être sur leur temps de travail. J'y reviens. Tout ceci crée de l'engagement qui rapporte. Donc, je peux vous assurer, mesdames et messieurs, que si vous vous engagez dans ce type de politique-là, ça ne va rien vous coûter. Vraiment rien, parce que dès la première année, vous allez avoir un retour sur investissement plus important que ce que vous imaginez. Ça s'est passé, moi, dans chacune des structures où j'ai travaillé, vraiment. Alors, est-ce que Oui. je peux simplement vous demander, à la demande d'un de nos participants, quel est le nombre, quel est le pourcentage de CDD que vous avez pour qu'on se rende compte Le de la... pourcentage de CDD? Oui, le nombre de CDD que vous avez, parce que le vous le dites nombre. oui, vous le dites à plusieurs reprises, c'est vraiment un enjeu dans votre Bien sûr, établissement. bien sûr. Alors, Alors, pour qu'on se rende compte de la proportion. bien sûr. Alors, il y a 60 collègues en CDI dans la structure. Et actuellement, je dois avoir à peu près une quinzaine de CDD, tous services confondus, pour les 3 structures, à peu près. Mais attention, 15 CDD qui attendent qu'on les contacte pour venir bosser.
Tout compte fait, je passe des journées complètes dans l'établissement sans avoir aucun CDD. Les jours fériés, il n'y a aucun CDD. Les dimanches, il n'y a aucun CDD parce que ce sont les CDI qui prennent ces plages de travail qui sont mieux rémunérées. Mais j'ai un pool de remplaçants d'une quinzaine de personnes à l'heure actuelle qui se renouvellent. Sur ces 15 personnes, j'ai à peu près 4 soignants, 3-4 ASH, 2 personnes au niveau du secrétariat. Vous voyez, voilà, un cuisinier, 2 personnes pour la veille de nuit. Et ce sont les mêmes personnes qui reviennent régulièrement, le plus souvent dans l'attente d'un CDI également. Je n'ai bien entendu aucun frais d'intérim depuis maintenant plusieurs années. Donc ça aussi, ça nous permet de faire des économies. Concernant le temps que ça doit prendre, alors vous avez raison, notamment la première année, et pas que, ça prend beaucoup de temps. Les chefs de service font beaucoup, tout compte fait, de planning, parce qu'en étant aussi souple avec les salariés, eh bien tout compte fait, on est amené le plus souvent à remplacer le salarié qui là veut récupérer, remplacer le salarié qui là veut passer du matin à la place du soir, et ainsi de suite. Les chefs de service, ils sont formés au management. En tout cas, je mets le paquet pour les former au management, même si ce n'est pas toujours leur formation initiale, parce que c'est à cet endroit-là qu'ils sont les plus utiles. Ce n'est pas les chefs de service chez nous qui vont s'occuper, par exemple, des projets personnalisés, des personnes accompagnées. Ça va être les cadres techniques. Il est important pour moi d'avoir des chefs de service qui régulent du conflit, sont sur le terrain, s'intéressent aux salariés. Pour tout vous dire, des chefs de service qui sont au service des salariés. Dès lors que les chefs de service vont être au service des salariés, les salariés vont être au service des habitants. C'est pas plus compliqué que ça. Alors, donc, en effet, ça prend du temps, mais quel confort pour les chefs de service lorsque l'on n'a pas à gérer de l'absentéisme tous les jours. Quel confort pour les chefs de service lorsque l'équipe est assez autonome pour se remplacer aussi elle-même ou se dépanner elle-même. Quel bonheur pour les chefs de service quand les enquêtes de satisfaction des habitants sont très bonnes, quand il n'y a aucune plainte des familles, quand on reçoit des candidatures spontanées, quand on a des CDD sous le coude qui veulent revenir. C'est-à-dire que c'est un gros investissement pour eux. Ils font beaucoup d'heures au même titre que moi. De toute façon, quand on fait le choix d'être cadre, on n'est plus à 35 heures. Ça va pas avec. Ça va pas avec. Donc, ils font beaucoup d'heures. Ils sont très engagés aussi, et c'est pour ça que cela marche. Je me suis fait mon équipe. L'équipe de chef de service actuelle, c'était pas non plus l'équipe initiale, parce que j'avais besoin d'avoir des personnels au niveau des cadres, tout aussi engagés que ce que j'allais rechercher chez les salariés. Donc, en effet, ça prend beaucoup de temps, mais le retour sur investissement, il est très, très, très important. En effet, c'est vrai que la qualité, tout compte fait, de l'accompagnement proposé incite la tutelle à nous faire confiance sur d'autres projets. Mais bien sûr, d'autant plus que vous donnez des évaluations régulières, ne serait-ce qu'avec le baromètre dont vous nous avez parlé et du plan d'action qui est réalisé conjointement avec les partenaires sociaux. Donc ça donne confiance finalement à la tutelle et on comprend qu'elle a envie de vous renouveler non seulement des budgets, mais les augmenter ou les diversifier pour des initiatives innovantes, parce que vous l'avez dit aussi, l'innovation fait partie de votre projet managérial. Vraiment un grand merci. Juste dire aux personnes qui écoutent que c'est pas un modèle, ce que je viens de vous présenter, c'est vraiment un exemple. Vraiment, au sens premier du terme, dans le sens où vraiment l'ensemble des outils, l'ensemble des méthodes peuvent être adaptés à votre structure, mais c'est vous qui savez le mieux, pour le coup, ce qu'il faut proposer dans votre établissement. Vraiment, merci beaucoup. Merci à vous. Très bonne soirée à tous, à très bientôt. Merci à tous, au revoir.